J'avais choisi Marcel Leboeuf comme premier invité pour faire les podcasts. Question de circonstance, il est devenu un plan B. Comment qu'on se sent comme étant un plan B, Marcel Leboeuf? Très bien, très bien. C'est formidable. Au moins, t'as un plan. Oui, exact. Donc, ça fait en sorte que tu n'as pas de pression. Je suis vraiment content de te retrouver. J'aurais souhaité que tu sois le premier parce que depuis plusieurs années, et j'ai eu l'occasion souvent de raconter aux auditeurs, puis au moment où on a fait des conférences ensemble, notre première rencontre. Puis laisse-moi le plaisir de le raconter encore parce que si je te donne le loisir de le faire, c'est comme si tu t'auto-complimentais. Puis ça sonne mal dans ta bouche, tu comprends? Moi, j'aime mieux te lancer le compliment parce que ce qu'on a vécu ensemble, pour moi, c'est un moment important dans ma vie. Je te dis pas que ça a changé ma vie, mais ça a été vraiment une rencontre extraordinaire. Je vous raconte, je fais de la radio à Val-d'Or et c'est dans le début des années 80 et je suis dans un club où je travaille dans un club et je fais de la radio et on me demande si je suis intéressé à faire de l'improvisation avec plaisir, mais j'en ai jamais fait. Alors, je me lance à l'époque où, probablement qu'à Radio-Québec, c'était l'émission la plus populaire. On allait chercher des 800 000 téléspectateurs, chose qui n'existe plus à Télé-Québec. Et tout le monde regardait ça. C'était rendu une religion. Jusqu'au jour où on a la prétention d'inviter les gens de la LNI pour venir nous affronter à Rouen, à Amos et à Val-d'Or, 3 équipes de l'Abitibi pour recevoir les Joanne Fontaine, les Marcel Leboeuf, et Marcel me fera l'espèce de liste des gens qui l'accompagnaient à ce moment-là. Et on commence le match, on jouait dans un théâtre de poche où il y avait 125 places et on se rend compte que ça va prendre plus grand. On loue le gymnase du centre culturel, on est rendu à 500 fauteuils. Ça prend 35 minutes. Tous les fauteuils sont vendus. Alors, évidemment que quelques minutes avant le match, on est nerveux parce qu'on s'attaque aux meilleurs. Parce qu'il faut savoir qu'en 80, je fais une parenthèse, en 1980, Marcel Leboeuf a reçu le trophée du meilleur pointeur de la Ligue nationale d'impro, tous joueurs confondus. Donc, c'est une méga star. La première période débute, j'embarque pratiquement tous les matchs de la première période et j'avais la sympathie des gens de Val-d'Or parce que j'étais là. Après 5 matchs, on mène 4-1. Le dernier match de la première période, j'embarque, Joanne Fontaine embarque, je dis une phrase et Joanne Fontaine me donne une claque sur la gueule à sa force. La tête me fait 3 tours et là, écoute, je suis bouleversé, là, mais bouleversé, là, et tout le monde dans la foule, en même temps, fait « Oh! » T'en ris, là, mais ça a été dramatique pour moi. La fin de la première période se termine, on gagne 4-2 après une période. Je m'en vais dans la loge, et là, écoute, j'ai encore une marque, là. J'ai la marque de la claque sur la gueule de Joanne Fontaine. Alors, je suis dévasté. Deuxième période débute, je n'embarque pas sur la glace pour aucun jeu. Je débarque, on s'en va dans la loge. Après la deuxième période, Marcel, à l'entracte, entre la 2 et la 3, frappe à la loge et dit « Est-ce que je peux parler à Mario, s'il vous plaît? » Alors, je sors avec encore une mini empreinte de claque à la gueule. Marcel dit « Mario, il dit Joanne Fontaine, c'est une joueuse tough un peu. Hier, en plus, elle a gagné la première étoile à Amos. Fait que je pense qu'elle pensait la gagner encore ce soir. Et puis on sait que tu es populaire, on le voit bien là avec la gang de Val-d'Or. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au premier jeu de la 3e période, t'embarques, j'embarque, et on va lui donner tout un show. Ça te tente-tu? Je pouvais pas refuser l'invitation, c'était extraordinaire, j'étais content, j'étais ravi, puis j'étais honoré en plus que Marcel, que je connaissais pas, sauf par le travail qu'il faisait à la télé. Alors on embarque, premier jeu de la 3e période, et puis c'est reparti. À la toute fin, Marcel, qui a eu les étoiles? Mario, et moi je pense aussi. Hein? Et toi, tu as eu la première étoile, j'ai eu la deuxième étoile, et c'était extraordinaire. Et c'était le début, pour moi en tout cas, parce que moi je te connaissais pas, puis toi tu me connaissais pas non plus, mais c'était le début d'une relation où un jour, j'ai le plaisir de te recevoir à la radio.
Marcel, je sais pas si tu as vieilli depuis. Je sais pas si t'as encore l'énergie que tu avais dans le temps, mais tu as séduit la ville de Québec. J'ai eu des commentaires. On a, par ta présence, ouvert des conférences au Capitole de Québec qu'on vendait en ligne en même temps qu'on était en ondes. On a fait 7 ou 8 en même temps où on vendait l'étiquette. C'était des histoires de 20-25 minutes. As-tu encore la même énergie, Marcel? Oui, je peux avoir la même énergie. Sur scène, ça c'est sûr que j'ai encore la même énergie. Tu sais, dans la vie de tous les jours, peut-être un peu moins. J'ai quand même 66. Ouais. Je m'en vais sur 67. Mais même à ça, il y a des journées, je te dirais, que ça paraît pas que j'ai cet âge-là. D'autres journées, oui, je fais mon âge. Ouais. Ouais. Je te dirais que c'est l'intensité que tu donnais dans ton récit. C'est ça qui est impressionnant. Et les gens se disaient, bon, OK, on est en train de vivre, bon, il est fou, il est donc ben intense. Et il y a personne qui pouvait décrocher, Marcel. C'était tellement intense et c'était tellement senti. Moi, j'ai envie de te redemander, puis je suis pas sûr qu'on a parlé tant que ça. Est-ce que Compostelle, c'était soit Compostelle ou la dépression où on jette en bas d'un pont? Qu'est-ce qui t'a amené à vivre Compostelle? Ouais. Alors moi, Compostelle, c'est sûr qu'au moment où tu m'as interviewé, je revenais, ça faisait pas longtemps que je suis revenu de mon premier mois de marche. J'ai fait 1650 km à pied. J'ai fait ça en 3 mois, mais 3 mois sur 3 années différentes. J'ai fait un mois en 2001, un mois en 2003, un mois en 2005. J'ai fait ça comme ça parce que je ne pouvais pas faire 3 mois. Dans l'idéal, ça aurait été de faire 3 mois d'un seul coup. Tu comprends? Mais en même temps, de l'avoir fait comme ça me permettait d'y penser parce que, donc, j'ai commencé en 2001. En 2002, j'ai pas marché, mais je ne pensais qu'à ça. 2003, j'ai marché. 2004, j'ai pas marché. Je ne pensais qu'à ça. 2005. Quand tu m'as vu, quand tu m'as interviewé, c'est sûr que là, j'étais là, de ce chemin-là. Pour moi, ce chemin-là est arrivé dans un point important dans ma vie. Et j'avais commencé à faire des conférences un peu avant. Et c'est comme si le chemin, en plus, est venu nourrir mon propos de conférence. J'ai pu méditer là-dessus en marchant, tu comprends? Parce que, oui, j'ai marché avec du monde, mais il y a des journées où j'étais tout seul en marchant. Et donc, j'ai pu méditer sur ça. Puis, effectivement que, tu sais, je broyais du noir un peu, mais pas, j'étais pas dans une bonne période. Ouais. Ouais, mais tu sais, ça faisait un petit bout que le téléphone n'avait pas sonné pour moi comme comédien. Pendant presque 1 an, là, il se passait rien. Alors que moi, depuis que j'étais sorti de mon école nationale de théâtre, dans 77, j'étais comme un hamster d'une roulette, mon gars, là, je réfléchissais pas, je travaillais. Et là, tout à coup arrive 2000, pow! Là, hop, frappe un mur. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, j'ai aussi en même temps une grosse peine d'amour. Donc, c'est sûr que là, ça va pas bien. Et il y a une fenêtre, il y a une porte qui s'est ouverte, appelons-le comme on voudra, donnée par la vie, si tu le hasard, regarde, je sais pas c'est quoi qui fait ça, mais ça fait que... c'est vrai, faut que je dise aussi que j'avais reçu dans ma loge, parce que moi, j'avais mon théâtre d'été, heureusement, à Kingsley Falls à cette époque-là, qui me donnait quand même de l'ouvrage l'été, puis on faisait de la tournée aussi, tout ça. Une chance que j'avais ça. Ouais. Il y avait un gars qui avait travaillé pour moi, Pierre Prince, qui avait travaillé au théâtre durant l'été. 2 étés avant, pardon. Il avait été le gérant de la salle, tout ça. Mais là, il avait pogné une job à temps plein chez Cascade. Et puis, donc, on le perdait comme gérant de salle parce que c'était un gars qui était formidable. Et un moment donné, on me dit, l'été 2000, vers la fin de l'été, Pierre va venir te voir au théâtre, Pierre va venir. Puis une journée, on me dit, hey, Pierre va être là ce soir, Pierre va être là ce soir. Puis voyons, ça faisait peut-être 3 mois que je l'avais pas vu, mais tout le monde insistait pour me dire, Pierre va être là ce soir. Tu sais, voyons. Fait qu'à un moment donné, le show se fait. Après la pièce, je le vois arriver en coulisses. Il a maigri de 100 livres et il manque un gros morceau dans le cou. C'est tout arraché, c'est ça. Fait que moi, en le voyant, j'ai dit, t'as-tu eu un accident d'auto? Il dit, non, il dit, je peux-tu te voir tout seul dans ta loge? Fait qu'on s'en va dans ma loge et il me dit textuellement, j'ai un cancer généralisé, je sors de l'hôpital d'Arthabasca, il m'ouvre son jacket, il monte son body, mon gars, c'était un champ de bataille. Et là, il me dit, mon petit gars qui a 3 mois, je le verrai pas avoir 1 an. Et c'est ça qui est arrivé.
Et il enchaîne en me disant, t'arrêtes pas de nous parler d'une affaire qui s'appelle Compostelle. Là, tu dis que t'as pas de job. Il dit, arrête de dire ça, puis va marcher ça. T'as toute la vie devant toi, il va le faire. Et ça rentrait dans une oreille. Le pied au derrière, hein? Ça rentre, oui, c'est ça, exact. Ouais. Ça t'a poussé à et c'est ce qui fait, c'est ce qui fait que je suis allé marcher ça, entre autres, mais bon. Ouais. Et puis, je savais pas trop c'était quoi. J'avais lu dans une revue française, il y a 16 ans de ça, la revue Géo. J'avais lu le chemin de Compostelle. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Avec du monde avec le pack-sac sur le dos. Après ça, ben, le hasard a fait que je suis tombé sur un livre d'une comédienne américaine, une actrice, Shirley MacLaine, qui a marché Compostelle, qui a sorti un livre dans les années 95. OK? Fait que donc, tout ça mis ensemble, ce genre d'aventure-là m'intéressait aussi. Et là, est arrivé, cette porte-là s'est ouverte, cette fenêtre-là, peu importe. Et je suis allé faire ça. J'ai commencé à marcher le 16 juillet 2001. J'ai marché pendant un mois. Et à mon retour, ben, pas longtemps après, je me suis retrouvé à être interviewé par toi. Et je suis supposé de faire 20 minutes avec toi. Puis je pense que j'ai fait 3 heures. Hein? J'ai fait toute ton émission. On a fait plus 2 heures parce que mon émission durait 2 heures. Et puis, 2 heures. Mais on a fait, j'ai fait toute l'émission. Extraordinaire. Ouais. On l'a refait le lendemain pour continuer la vente d'étiquettes parce que c'était la folie furieuse. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Tu allais chercher quelque chose? Parce qu'il faut savoir que quand Marcel est dans une pièce, eh ben, le monde devient comme des aimants. Les gens veulent te dire bonjour, les gens veulent te dire qu'ils te trouvent drôle, les gens veulent te dire que tu leur fais du bien. Et là, tu décides de quitter pour aller chercher quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui a rapport à des questions et surtout à des réponses qui ont rapport avec ce que t'es, toi, comme être humain. Qu'est-ce que tu as été chercher à Compostelle que tu n'avais pas trouvé avant? Ben, l'importance de vivre le moment présent. Moi, j'avais pas ça dans ma vie. Moi, écoute, ça fait 43 ans que je suis comédien, puis ça faisait au moins 30 ans que je me demandais, je vais te savoir de la job demain, tu sais. Ah oui. Fait qu'à force d'être demain, t'es jamais maintenant. Puis un jour, tu vas mourir, puis tu ne sauras même pas que t'es mort, tu sais. Fait que donc, l'importance de vivre, puis ça veut pas dire fuir nos responsabilités. Ça veut dire vivre l'importance. Là, on est ensemble, on vit ça tous les deux. Tout à l'heure, ça sera tout à l'heure, etc. Tu sais, ça a été un message bien important pour moi. Après ça, le lâcher prise aussi. Le lâcher prise par rapport à en vouloir à quelqu'un qui t'a fait de la peine. Le lâcher prise par rapport au fait que tel rôle, on te le donne pas. Lâcher prise par rapport à ça. Passer à autre chose. T'sais. Alors donc, le lâcher prise, c'est un grand exercice que j'ai à faire à tous les jours. Tous les jours. Mais c'est parce que une de tes grandes qualités, c'est la sensibilité, c'est la passion, mais ça peut devenir aussi un défaut, dans le sens où le jour où tu te rends compte que ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas de téléphone, ce qu'il y a de plus catastrophique, c'est est-ce que tu as imaginé que c'est parce que tu étais plus bon? Ben, c'est un peu toujours ce qu'on... En tout cas, je dis... Oui, mais c'est le lot des artistes. Je vais parler pour moi, là. Je parlerai pas au nom de tous les artistes, là. Oui, ça m'arrive des fois de dire, ben, si personne m'appelle, c'est parce que le monde trouve que je suis pas bon, tu sais. Mais à quelque part, ça n'a rien à voir, tu sais. Puis, tu sais, entre ce que monsieur, madame, tout le monde, les gens qui nous regardent, là, qui nous écoutent, là, entre ces gens-là et ceux qui décident qui vont être à la TV, il y a un monde, il y a un univers. Ah oui. Tu sais, moi, là, comment de fois je croise des gens qui me disent « Hey, monsieur Leboeuf, on vous voit plus à la TV. Comment ça se fait? » Tu sais, ben, ça, c'est pas de ma faute à moi. Si c'était juste de moi, je serais encore à la télé, tu sais. Mais moi, ça fait 10 ans que j'ai pas vraiment fait de TV installé dans un bon rôle ou tout, là, tu sais. Pourquoi? Moi, je sais pas. Avant de faire Compostelle, en ce moment, je capoterais ma vie. Mais depuis que j'ai fait Compostelle, je capote pas ma vie. Ouais. Non, c'est du lâcher prise. Les derniers moments à la télé où on était dans la quotidienne, c'est avec Virginie, ça a duré quand même plusieurs années. Est-ce que tu trouves ça agaçant? Parce que si tu pitonnes un peu, t'es à Radio-Can, après, 20 minutes après, t'es à TVA, après, c'est tout le temps le même monde. C'est tout le temps la même affaire. Tout le monde joue dans différentes téléséries. Il y a... C'est pas un gros univers quand même, l'univers des comédiens-comédiennes au Québec. Non, c'est dommage. Les gens vont y aller avec entre parenthèses, supposément, des valeurs sûres. OK? Donc, ça fait qu'ils reprennent toujours les mêmes personnes. Ça manque un peu d'imagination.
sais, ça manque un peu. Puis, tu sais, ou ne serait-ce que de faire revenir du monde qu'on a connu, qui sont bons. Je suis pas le seul dans cette situation-là. Non. Et ça a toujours, avec toi. ça a toujours existé comme ça. Ça a toujours été comme ça. Tu sais, moi, depuis 10 ans, heureusement que j'ai mes chums de théâtre qui m'ont engagé puis qui vont faire du théâtre. Heureusement. Toi, tu fais de la tournée au Québec, c'est impressionnant, là. Moi, je pense, Mario, bien humblement, que je suis l'acteur qui a le plus tourné au Québec. Ouais. C'est vrai? Oui, parce que, oui, je suis rendu, écoute, dans mon décompte, là, il faudrait que je revoie mon curriculum vitae, là, mais je pense que j'approche ma 50e tournée. Si c'est pas plus. Wow, c'est impressionnant. Ouais. Écoute, ton grand chum, Guillaume le Métivierge, a dit un jour, en remettant des trophées, pourquoi vous prenez toujours les mêmes? Pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on présente à l'écran? Il y a du monde qui pousse, il y a du monde qui ont besoin de travailler, il y a du monde qui ont du talent. Pourquoi vous prenez pas des nouveaux de temps en temps? Et cette arrogance-là, parce que ça a été perçu, Marcel, comme une arrogance, mais ça a réveillé des producteurs, ça a réveillé des auteurs, et depuis ce temps-là, ils travaillent en sacrifice, hein? Oui, absolument. Mais il y a eu la tribune pour pouvoir l'exprimer. J'ai pas nécessairement, moi, de tribune pour exprimer ça. Et puis, en même temps, tu sais, je fais, bon, ben, regarde, si on me donne pas l'occasion, tu sais, je le sais ce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire. Tu sais. Il y a depuis 10 ans, il y a des rôles que j'ai vus à la TV que j'aurais pu faire en masse. Pourquoi on m'appelle pas? Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais c'est sûr que par moment, dans le lâcher prise, et ça fait partie de ton cheminement, de ton trajet, de telle sorte que je n'ai jamais le sentiment, parce qu'on se parle quand même plusieurs fois, puis ça fait un bout de temps que je fais plus de radio, mais on se parle plusieurs fois, et j'ai toujours le sentiment que je parle à quelqu'un qui est foncièrement heureux, qui me raconte le bonheur qu'il a à partager avec sa petite famille. Puis bon, tu t'es parti un vignoble. Mais comment on fait pour s'acheter un vignoble? Je regardais sur Kijiji, il n'y en a pas, là. Est-ce que ça fait partie de ce désir d'être actif? Ça fait partie de ce désir de pas encore vouloir mourir? Ah, il y a de ça, c'est sûr. Ouais. Il y a de ça. Je veux juste revenir un petit peu, puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai ces désirs-là. Mais n'empêche que des fois, j'ai de la peine, Mario. Des fois, j'ai passé une audition pas plus tard qu'il y a 3 semaines, puis c'est pas moi qui l'ai eu. Et j'aurais pu faire ça en masse, là. Pourquoi c'est pas moi? On a choisi un acteur qu'on voit plus souvent. OK? Et c'est sûr que j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine parce que je fais... je veux travailler, je veux faire de la TV, je veux faire mon métier. Je veux faire mon métier, tu comprends? Et ça fait juste me dire, après, un coup que ma peine est contenue, je fais, ben regarde, mon Marcel, si tu veux faire de la TV, il va falloir que tu produises toi-même ce que tu as envie de faire. Faut pas t'attendre après les autres. Et ça, s'acheter une job, ça, tu l'as fait avec... Raconte, Marcel, le jour où tu t'achètes une job en bâtissant ton théâtre à Kings et Falls, parce que là, tu t'es acheté une job et tu t'es dit que ceux qui même me suivent, tu as eu dans les distributions les plus hautes au Québec, dans les théâtres d'été, où il y en avait un aux 4 coins de rue. Tu avais celui qui était le plus populaire, avec les meilleurs artistes du Québec du moment. Tu t'es acheté une job, ça a marché. Pourquoi tu le ferais pas de nouveau? Ah oui, absolument. Absolument. Je pourrais le faire. Ça demande de l'énergie. Tu sais, mais je vais te donner un exemple. La pandémie arrive. OK? On était en tournée l'année dernière à ce temps-ci avec la pièce Ladies Night. On tourne là. OK? Puis on joue. Arrive la pandémie. Regarde. Shutdown. Tout le monde. Plus rien qui se passe. Terminé. Alors, terminé. Enfin, on est les premiers à avoir été fermés. On va être les derniers à ouvrir le théâtre. OK? Et là, j'apprends, pas longtemps après, que non seulement ma pièce d'été de 2020 est annulée, bien évidemment, et j'apprends un petit peu plus tard, au mois d'août, que ma pièce de l'été 2021 est annulée. Hey, je gagne ma vie avec ça, moi. Tu sais, je fais ça l'été, puis je fais de la tournée avec ça. Fait que là, attends une minute, tu sais. Alors là, je me suis dit, attends un peu. C'est quoi un de tes rêves, Marcel, que t'as? Ah, c'est de faire un one-man show. OK? Alors, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire ça? De le préparer.
J'ai rien, là. Il se passe rien. Alors, j'ai rappelé mes chums producteurs, Mario Provencher et André Robitaille. J'ai dit, les gars, vous êtes tombés à zéro, là. Vous produisez plus rien. Pourquoi est-ce que vous produiriez pas mon one-man show? Et ils ont fait, aïe, aïe, maudite belle idée. Et là, j'ai demandé à Luc Sonnet, de faire ma mise en scène. C'est une excellente idée que j'ai eue là. Luc, ça fait longtemps, on se connaît depuis 1980. Et, écoute, et c'est Frédéric Rédé qui fait la musique de mon one-man show. Et le frère de Francis, qui est un excellent musicien, un grand musicien, grand compositeur aussi, musicalement parlant. Et puis, et voilà. Et voilà, fait que c'est Marc Sénécal qui a fait mon décor, tout ça. Ouais. Quand tu as fait Compostelle et quand tu as décidé de faire La Passion selon Marcel, une série de conférences, à ce jour, on est à quoi? À 1500 conférences avec La Passion selon Marcel, ou à peu près? Avec La Passion, je suis autour de 2400 à peu près. Incroyable. Ouais, mais Marcel, quand on sort de La Passion selon Marcel, on aime l'homme. On aime le père, on aime l'individu, on aime l'entrepreneur, on aime celui qui prend soin de lui, mais qui prend aussi soin de tous les gens de son entourage. On apprend à connaître ce qu'a été ton grand-père pour toi. On apprend à t'aimer parce que des bouts dans ta conférence qu'on connaît pas de toi. Avec le one-man show, ça sera plus Marcel, ça va être du théâtre. Tu vas raconter des affaires où c'est plus toi qui parles, c'est ton personnage, c'est différent. Ouais, mais c'est encore Marcel qui parle. Mais est-ce que c'est très embelli ce que Marcel nous raconte? C'est-tu tout vrai? C'est un show de théâtre. Alors, tu sais, je peux aller dans l'essence même de qui je suis. Alors, il y a des choses, il y a des thèmes que je peux aborder qu'en conférence, je me garderais plus une petite gêne. Tu sais? Exemple. Est-ce que quand on meurt, est-ce qu'il y a quelque chose après ou s'il n'y a rien? Alors moi, je me lâche lousse là-dedans. La réponse, là, ben là, Et ça, c'est un sujet, en tout cas, c'est délicat pareil, parce que, à quelque part, les gens qui disent qu'ils ont été entre la vie et la mort, le tunnel blanc, puis la patente, puis de prétendre qu'il y a quelque chose après, ça reste de la spéculation, ça reste absolument de l'air. Absolument. Oui, parce que de toute façon, là, mais qu'on meurt, s'il y a rien, on le saura pas, il y a rien. Mais s'il y a de quoi, on va tout y aller, fait qu'on va le savoir. Et c'est peut-être bien de pas trop savoir c'est quoi après, de vivre ta vie maintenant, puis s'il y a quelque chose après, ben tant mieux. J'ose espérer personnellement qu'il y a quelque chose après. Oui, j'entends. Mais c'est quand même surprenant de se rendre compte que la majorité, pas la majorité, mais une grande partie des gens vivent une vie sans la présence de Dieu et dans les derniers moments de la vie, on ne prendra pas chance, on va commencer à l'aimer au cas qu'il y a quelque chose. Mais on a passé 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu me disais que tu as arrêté de travailler parce que la pandémie oblige, mais est-ce que tu fais partie des privilégiés parce que tu fais le même métier que quelqu'un qui sort de l'École nationale, que tu fais le même métier que quelqu'un qui gagne sa vie qui a 30 ans, mais Marcel, à l'âge que tu es un peu un écureuil, tu as réussi à amasser des sous. À quelque part, tu es aussi chanceux malgré tout ça, non? Ouais, ben je l'ai fait un peu ma chance là. Oui, mais c'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie de n'importe qui après 30 ou 40 ans dans la même job a accumulé et un peu de sous et des biens. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est pas, tu sais, effectivement, un jeune comédienne qui sort de son école en pandémie, on m'a dit de quoi, c'est pas le fun. À moins de sortir avec un humoriste riche, mettons. Ben ça, c'est pas garant de rien, parce que tu sais pas combien de temps tu vas être avec. C'est clair. Le jour où Laurence t'apprend qu'elle sort, parce que Martin en parle maintenant, avec Martin et Matt, c'est quelque chose. Est-ce que tu as vu La Tour il y a 2 semaines où Martin et Matt était l'invité de Patrick Huard? Où Martin racontait que dans la vie, il était anxieux, il avait pas le bonheur facile. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer de Martin Matt. Parce que tout ce qui touche,
sans faire de jeu de mots, devient de l'art. Ses spectacles, c'est un des plus gros vendeurs. Son émission, Les Beaux Malaises, c'est bien écrit, c'est bien joué, mais quand dans lui, il y a toujours peur. Est-ce que le doute fait partie de la vie de tous ceux qui font ton travail, ton métier, même ceux qui réussissent bien? Est-ce que le doute est toujours présent? Ouais. Je pense que oui. Oui, il faut que ce soit là. Il faut que ce soit là parce que et le doute et la peur de monter sur scène, d'affronter le public, le stress, tout ça. Ouais, pas attendre. Si quelqu'un vomit à tous les fois qu'il joue sur scène, il y a un problème là. Tu sais, c'est pas normal. Mais d'avoir cette espèce de feeling là qui fait que si t'es trop calme, si c'est trop ordinaire ou quoi que ce soit, il se crée pas l'espèce de magie. Tu sais. Ouais. Et c'est la même affaire quand tu tournes. Tu sais. Ouais. Après 2500 représentations de la Passion, moi, tu as commencé, parce qu'on se parlait toutes les semaines, tu as commencé à me dire, moi, la prochaine, ça va être sur la synchronicité. Les espèces d'avenues qui se croisent, les espèces de trucs qui se passent dans nos vies qui ont une signification. Puis, je sais pas si à toutes les fois que tu l'as compté, si tu avais eu 30 sous, tu serais multimillionnaire, mais une des plus belles histoires que tu me racontais, c'est sur une adolescente qui se pogne avec son père, qui est un de tes chums avec qui tu as travaillé à l'époque, on le nommera pas, mais qui décide d'aller vivre une espèce... Elle voulait respirer, être loin de son père pour passer à travers cette épreuve-là, l'espèce de chicane, l'espèce d'entrechoc entre père et fille, et son histoire, c'est impressionnant. Si tu veux me donner un autre 30 sous dans le bocal, mais conte-moi ça, s'il te plaît. Ouais, donc, cette jeune fille-là était comme à couteau tiré avec son père. Une relation difficile. Fin de l'adolescence, début d'âge adulte. Donc, ça brasse tout ça. Et décide, sur un coup de tête, de partir en France, seule, bien évidemment. Et elle va aller faire du pouce pour voyager en France. Alors, naturellement, les parents sont extrêmement inquiets, tout ça. Ça fait pas 2 jours qu'elle fait du pouce qu'il y a un couple de Français qui l'embarque. Un monsieur, 50, 55 ans, est avec sa femme, l'embarque sur le pouce, tout ça, puis, et finalement, elle se plaît avec eux autres, elle passe beaucoup de temps avec eux autres, tout ça. Il devient un peu, entre parenthèses, le père, du moins, la relation qu'elle aimerait avoir avec son père naturel. Hein? Et ce monsieur-là a la brillance de lui faire comprendre que peut-être pas juste le père qui a des torts, peut-être qu'elle aussi, pas nécessairement mettre de l'eau dans son vin parce que ça gâche le vin, là. J'aime pas cette expression-là. Mais tu sais, il a fait, s'il fait un bout toi aussi, puis bon, tu sais. Et donc, elle passe quand même beaucoup de temps avec eux autres, tout ça. Et à un moment donné, elle décide de revenir au Québec après 1 mois à peu près. Et bien naturellement, elle n'a pas pris de nouvelles, elle n'a pas appelé au Québec, là, tu sais. Et avant de partir, elle dit à ce Français-là, voici mon numéro de téléphone, si jamais vous venez au Québec, appelez-moi, puis regarde, on ira prendre un café, puis tout ça, Ça reste de même. Elle arrive au Québec, en arrivant, elle apprend que son père est mort. Alors, dans le mois qu'elle était partie, comme elle donnait pas de nouvelles, et eux, ils savaient pas ce qu'elle était, ben, son père est mort. Il n'avait pas l'argent même. Ouais. Non. Fait que là, elle, donc, bien elle n'a évidemment... pas eu l'occasion de fermer les livres avec son père. Il n'y a pas eu de réconciliation. En plein ça. Alors là, elle a tellement de la peine que quelques mois plus tard, elle se suicide. Donc, la maman, non seulement perd un mari, perd une fille. OK? Bon, ça reste comme ça. Notre Français, lui, à l'autre bout, là, sa femme meurt d'un cancer 2 ans plus tard. Cancer foudroyant. Il est rendu tout seul. Il décide de venir faire un tour au Québec. Arrive au Québec, appelle le numéro de téléphone qu'il avait sur lui. Est-ce que je peux parler à une telle? On va l'appeler Isabelle, OK? Mettons que c'est Isabelle. Et la maman fait... mais elle a l'impression que la Terre au complet connaît le drame qu'elle vit, tu comprends? Fait que vous êtes qui? Moi, mais votre fille avait fait du pouce, et puis blablabla. Ah ben écoutez,
Elle dit, je vous dirai pas ça au téléphone. Elle dit, on va aller prendre un café parce que s'entend bien qu'il y avait quelque chose de dramatique. Ils sont allés prendre un café et ils sont tombés en amour tous les deux. Et ils ont été ensemble un petit bout de temps. Ouais. Ils sont plus ensemble. Non, à ce jour, ils sont plus ensemble, mais... Non. Ils ont été ensemble un bout de temps. Ils sont tombés en amour. OK? Ouais. Ça, c'est quelqu'un que, elle, Isabelle, en faisant du pouce, c'est le hasard. Mais c'est quoi, ce hasard-là? Tu comprends? Qu'est-ce qui fait ça? Tu sais, c'est... Non, mais donne-moi la définition, donne-moi la réponse. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi on appelle ça la synchronicité? Il n'y a pas de réponse. Synchronicité. Il n'y a pas de réponse à ça. Tu sais, t'as des gens qui font des études sur ça, qui font. Est-ce que c'est toi qui est tellement dans une pensée, parce que les pensées, ça voyage, ça, ok? Ça se rencontre, ça, des pensées, ok? Alors, est-ce que c'était dans la pensée de vouloir embarquer une jeune fille pour pouvoir partager quelque chose, parce que bien évidemment qu'il y a rien de sexuel là-dedans. On ne sait pas. Mais tu sais, j'ai pas d'explication comme telle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la résultante de ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas être attentif à tout. C'est pas tout qui est un signe. Bien évidemment, dans ta vie, il n'y a pas tout... hey, le facteur, il s'est penché un matin, il m'a envoyé à la main. C'est pas un signe, tu comprends? Faut pas virer fou avec tout. Mais force est d'admettre qu'il y a des choses... Tu sais, moi, je suis devenu comédien, comment? Parce que moi, j'étais très gêné. Je me suis inscrit en lettres au Cégep Pionnier-Gros à Sainte-Thérèse en 1972, parce que je voulais devenir journaliste. J'aimais aller voir du théâtre, mais jamais je pensais que c'était pour moi. Et ça donne que cet automne-là, au Cégep Pionnier-Gros, il laissait aux étudiants le soin de faire leurs propres horaires. Fait que moi, j'avais une feuille dans mes mains, il y a d'immenses tableaux, puis là, ben, à 8 heures le matin, ils ont dit aux étudiants « Go ». Fait que là, tu comprends, on se garochait ces tableaux, parce que quand il y avait 25 noms sur le tableau, ils fermaient le cours. Fait que moi, j'ai réussi à me faire un heure qui a de l'allure. Le dernier cours qui entre dans l'horaire que je m'étais fait, c'est un cours de théâtre d'improvisation donné par Sophie Clément. J'ai pas le choix de le prendre, OK? Ben, pourquoi? Pour avoir tous mes crédits. Mais comment ça se fait que c'est ce cours-là qui fit dans l'horaire que je m'étais fait? Et qui change ta vie. Un mois. Ben, ça faisait pas un mois que j'avais commencé à suivre le cours. Le 5 octobre 1972, m'en rappelles-tu assez? Elle m'a pris à part après le cours, puis elle m'a dit, arrête de niaiser, toi, Marcel Leboeuf. Elle dit, tu devrais devenir un comédien, tu as le talent pour faire ça. Et là, mon gars, là, ça, c'est comme allumer la lumière d'un appartement qui fait bien noir, parce que j'avais besoin d'une comédienne professionnelle qui me dise, hey, toi, tu as le talent pour faire ça. T'sais? Et ça, combien de fois dans nos vies ça arrive? Et là, mon père, là, écoute, je suis revenu à la maison chez nous, là, moi, je voulais devenir un acteur, là. Là, j'ai fait asseoir mes parents, OK? C'était après le souper. Parce que je me suis dit, si on va tomber, ça va être moins haut. Puis là, j'ai dit, papa, maman, je veux devenir un comédien, OK? Et là, mon père, il a regardé ma mère. Après ça, il m'a regardé. Et là, il m'a dit, Marcel, ta mère, puis moi, ce qu'on veut dans la vie, c'est que tu fasses ce que tu vas aimer. Fiou. Sacrifice. Mes parents, là, mon gars, ils m'ont donné des ailes. OK? Et mon père a rajouté, penses-tu que tu vas être capable de gagner ta vie avec ça? Ben là, je dis, papa, si c'est ça que je veux faire comédien, moi, tout fait ce qu'il faut pour gagner ma vie avec, hein? Bon. Fait que, il dit, de toute façon, Marcel, il dit, t'es jeune, et il dit, t'as la vie devant toi, et il dit, si ça marche pas, tu feras d'autres choses. Et ça, c'est bien important, Mario, parce que mon père, il m'a donné le droit de me tromper. Parce que dans la vie, on a le droit de se tromper. Dans ton couple ou dans ta job. Ouais. Marcel, je dis souvent que dans la vie, la différence entre une bonne idée et une fausse bonne idée, le fossé est à peu près ça de large. Ça veut dire que si tu prends une idée qui est une fausse bonne idée, tu t'es trompé juste de ça. Tu as la chance de te prendre. Comprends-tu? Exact. Marcel, t'as attendu 66 ans avant d'être orphelin. Ton papa est décédé il y a une couple de semaines. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je suis pas encore orphelin. Il reste encore papa qui a 84, puis qui est en super forme, qui marche encore à tous les jours. Qu'est-ce que ça fait d'être orphelin à 66 ans? Ben, c'est curieux parce que finalement, on regardait mon père aller, mais on disait, coudonc, on va mourir avant, là, tu sais. C'est pas lui qui va partir. Il est pas tuable. Tu sais, mon père, il a conduit son auto jusqu'à 3 mois avant de mourir, là. Fait que, tu sais, en fait, mon père, il est mort de quoi? Il est mort du confinement.
Et c'est pas un reproche par rapport au confinement que je fais là, OK? Ouais, mais la solitude. On n'avait pas le choix, je pense. Mais c'est pas de la solitude. Mon père, il était habitué d'aller marcher à tous les jours. Et là, t'as 94 ans, on t'empêche de marcher pendant 3 mois de temps. Alors lui, il est pogné, là, en souricière dans son petit appartement, dans la résidence où il était, mais dans un petit 4,5. Mais il m'a dit de quoi, il doit le connaître par cœur à la fin, là, tu sais. Fait que donc, et pendant ce temps-là, il nous l'a pas dit, il a fait des crises d'angine. Et il l'a pas dit à personne. Ouais. Et c'est un moment donné, à une conversation avec un de mes frères, quand au mois de juillet, ça s'est mis un peu à être plus lousse, un peu au niveau du confinement, là, mon frère est allé le voir, puis il dit à mon frère, il dit, j'ai des brûlements d'estomac, j'ai jamais eu ça, tout. Et là, mon frère remarque qu'il a les lèvres très épaisses. Alors, il dit, papa, on va aller à Cité de la Santé à Laval, là, parce qu'il est à Laval, mon père. Puis en arrivant là, à Cité de la Santé, ils ont dit, Monsieur Leboeuf, vous avez fait un infarctus. Oh boy. On vous garde, on vous garde. Ouais. Et là, ils ont dit à mon père, vous avez 3 artères d'extrêmement bouchées. On va essayer de les déboucher. Et ils ont fait ça, Mario. Mon père est arrivé à l'hôpital le samedi. Le mardi, ils ont essayé de déboucher ses artères. Ils en ont débouché 2 sur 3. Puis, ils l'ont pas endormi de peur de le perdre. Fait que mon père, il a tout senti. Mon père, il a eu mal en maudit. OK? Et c'est un courageux papa. Je sais qu'il voulait pas mourir. Et le stress que ça comporte, là, écoute, là, c'est quelque chose, là. Ouais. Mais à un moment donné, mais tu sais, c'est dans cette semaine-là, parce qu'il est mort, il est rentré le samedi, mettons, fin juillet, autour du 25 juillet, là, et il est mort le 3 août, lundi le 3 août. Donc, il a été là 8 jours à peu près. OK? Ouais. Et je suis allé quelquefois à l'hôpital, mes frères et moi, on se relayait. OK? Et le père, là, que tu sais, j'ai aimé mes parents, j'aime mon monde, bien évidemment, tu sais. Mon père, il avait, tu sais, mon père, son surnom, tu sais, au Québec, là, dans les années 30, 40, ça, tout le monde se donnait des surnoms. Hey, un, c'était Tipousse, l'autre, ainsi, un, ça. Mon père, son surnom, c'était Tizoun. Ouais. Tizoun? Mon père, c'était Tizoun. Fait que, tu comprends-tu qu'il devait être comique, il devait être comique un peu. Confirmé, ouais. Et là, je te le dis, Mario, dans cette semaine-là, là, des fois, je le regardais, là, parce que c'est sûr qu'il était très préoccupé par ce qui lui arrivait de ça, tu sais, mais il réussissait quand même à me faire rire, comme quand j'étais petit, puis tout, là, tu sais. Avait un père clown, tu sais, puis, tu sais, puis là, les médicaments, à un moment donné, là, c'est sûr que les médicaments le faisaient halluciner un peu, tu sais. Il y a un matin, j'arrive là, puis il dit, hey, petit gars, et tu sais pas quoi, hein? Il dit, toutes mes électroménagers étaient dans la chambre cette nuit. J'ai dit, quoi? Il dit, ouais. Il dit, ma laveuse, ma sécheuse, mon frigidaire, tout était ici. Fait que là, moi, je regarde, je dis, papa, faut croire qu'ils sont venus les rechercher parce qu'il n'y a plus rien, tu sais. Là, il me regarde. On se met à rire tous les deux, puis il fait, hey, les maudites pelules, là. Hey, Marcel, avant de se quitter, je vais te raconter ce que j'ai vécu cette semaine. Moi, je vis en Floride 6 mois par année depuis quand même plusieurs années. Et cette semaine, pour te rencontrer, j'ai décidé d'aller me faire couper les cheveux. Tu comprends? Parce que je vais avoir l'air propre. Parce que beau garçon. Je m'en vais vers le supermarché où je vais acheter mes affaires habituellement, puis je remarque à côté, il y a un Air quelque chose, là, tu sais, fait que je vois Air quelque chose, fait que je rentre là, Air quelque chose, je rouvre la porte, il y a 2 femmes qui sont assises, qui attendent le tour, il y a 3 coiffeuses qui sont là, dont 2 qui sont assises, qui attendent, et puis la réceptionniste, je pense que c'est une coiffeuse. Alors, elle se présente à moi, c'est une noire. Et alors, je prends une charge, je me dis, c'est peut-être une haïtienne qui parle français. Alors, je lui dis, bonjour, comment allez-vous? Elle me dit, ça va très bien, merci. J'ai dit, c'est vous qui allez me couper les cheveux? Elle dit non, elle dit, moi, je suis réceptionniste. Elle dit, je vais vous présenter Violaine. Violaine, elle, c'est une haïtienne, puis elle parle français. Violaine s'en vient vers moi. Elle me dit, bonjour, monsieur, comment allez-vous? Mais ça va très bien. Je dis, je commence à faire des entrevues sur vidéo, et j'aimerais ça que vous me coupiez les cheveux. Ah, ben, dit, avec grand plaisir. Fait qu'on s'en va vers sa chaise de coiffeuse. Et puis, juste avant, j'ai dit, écoute, on va passer au lavabo parce que je veux que vous me laviez les cheveux avant. Ah! Elle dit, ça va coûter plus cher. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, elle me lave les cheveux. Écoute, elle me fait un massage. Ça dure 10 minutes. C'est extraordinaire. Je ne vais plus partir de là. Alors, elle me passe la serviette, puis on va s'asseoir là et on commence à jaser de son pays, de sa famille, de ses enfants. Jusqu'au moment où il y a un peu d'action dans le salon, puis je lui dis, est-ce que il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent ici, hein? Elle dit, moi, ça fait 12 ans que je travaille ici, vous êtes le premier. Alors, je me suis retrouvé dans un salon de
coiffeur de femme. Et là, la réceptionniste est venue me porter une carte d'affaires du salon. Et Violaine a sorti une carte en disant « Monsieur Mario », parce que eux autres sont pas capables de dire juste Mario. C'est Monsieur Mario. Ouais. Je vous attends dans 4 semaines. Et ça, écoute, c'est un beau souvenir. Je trouvais ça agréable à raconter. Et puis, je vais te plonger dans des souvenirs qui t'appartiennent, Marcel. Je vais te donner des trucs. Comment tu t'appelais dans certaines séries pour lesquelles te joué. Je sais que ça sera pas facile, mais on y va avec ça se passe en 82, Les Moineaux et les Pinsons. Parce qu'on t'a découvert après les émissions pour enfants, c'était ça. Dans Les Moineaux et les Pinsons, tu t'appelais comment? Jean-Jacques Moineau. Jean-Jacques Moineau, 100%. Dans Bac et Bottine, tu faisais un commis poissonnier, mais ça... Ah ben là, comment tu fais? Non, je sais. Je m'appelais le commis. Ouais, c'est ça. Dans Rafale, qui est un des films où tu tiens le premier rôle, dans Rafale, tu t'appelais comment? Gérard Crépeau. Mais au moins, tu as la moitié de la bonne réponse. Gérard Crépeau. C'est bon. Dans Chop Suey, de 86 à 94, tu t'appelais comment? Attends, j'étais le concierge. Voyons. Ouais, tu t'appelais Jean... Côté. Jean Côté, c'était une bonne réponse. Dans la série Bombardier, tu faisais? Je faisais Léopold Bombardier. Léopold Bombardier, effectivement. Dans Virginie, tu t'en rappelles? Ouais, c'est Michel. Michel. Ouais, Michel. Ah, j'aime ça, ouais, il cherche. Michel Rivet. Michel Rivet. Au nom du père et du fils, où tu jouais le rôle d'un salaud, Marcel. T'étais un salaud. Tu t'appelais comment? Attends un peu, je m'appelais... Napoléon. Gadois. Napoléon Gadois. Fait que finalement, t'es pas si pire que ça, bonhomme. T'as pas le raisin qui t'a séché. Marcel, le jour où j'ai décidé de reprendre du boulot avec les podcasts, j'ai décidé d'appeler ma série de podcasts vidéo Mario M, Marcel Leboeuf. Je te dis merci, puis je te dis à la prochaine. Eh ben, t'es bien smart, mon Mario. Ça a été très agréable. Merci beaucoup. Cool. À bientôt. Bye.